à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Nous avons un magnifique plateau ce matin et un plateau qui sent bon. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On parlera tout d'abord de mobilité avec vous Virginie ce matin. Oui, nous allons parler d'un reportage qui est paru dans la revue Sans Transition et qui est parti à la rencontre d'initiatives dans le Finistère pour la mobilité des seniors. Voilà, pour leur assurer des déplacements en toute sécurité et voilà, ensemble ou pas. Mais ensemble c'est mieux quand même, ensemble, ça on est certain. On parlera également de cuisine ce matin avec vous Maud bien entendu. Oui, on va parler d'un menu savoureux pour cette semaine et quelques astuces autour de la Saint-Valentin. Tiens, des petits cœurs. Bon, nous verrons aussi pourquoi l'eau est un trésor à protéger, absolument. Et puis autre trésor à protéger, bien entendu, notre santé. Nous évoquerons la journée internationale du cancer de l'enfant qui se tiendra le 15 février. Ensuite, pour nous réconforter, eh bien, quoi de mieux qu'une petite crêpe ? Eh bien, en la matière, nous recevons une experte, Joséphine, plus de 80 printemps, qui fait un incroyable buzz sur Internet avec une vidéo, tenez-vous bien, vue de plus de 10 millions de fois. Vous verrez pourquoi elle clame son amour pour la pâte à crêpes. Sans oublier, bien entendu, Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Ce matin, c'est une petite chatte, elle s'appelle Clarence et elle a 2 ans. Et elle nous attend, bien entendu. Voilà, bienvenue à vous tous. On espère que vous aussi, vous nous attendez chez vous. Nous, en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Et on est ravis de retrouver également Catherine. Bien entendu, ça va bien ? Bonjour Laurence, ça va bien et vous ? Impeccable. Oui, impeccable. Bon, l'eau. Hein, c'est ça ? Ouais. Allez, je vous vois venir tous. Hein, on n'a rien dit encore. Non, mais bon, on le sent, on sent les ondes. Voilà, on a une émission bretonne, on va parler d'eau, donc on va parler de quoi ? De pluie. De consommation d'alcool également. Ah, les Bretons, ils boivent pas que de l'eau, là. Alors, à un moment, je sais que les clichés sont aussi mon fonds de commerce et je tiens à m'excuser auprès des Bretons d'ailleurs pour tous les clichés sur la Bretagne que j'ai pu utiliser pendant ces quelques émissions. Mais il est temps également de déjouer ces clichés et de fact-checker, de lutter contre la fake news sur la Bretagne avec quelques faits qui vous sont peut-être déjà connus. Mais pour ce qui est de la pluviométrie, Laurence, la Bretagne n'est pas en tête des régions françaises, voilà, tout à fait. Alors il faut que ça se sache. Mais oui, et puis même pas dans le top 3, hein, c'est pour vous dire. Voilà, pour ce qui est des départements, on a l'Aveyron, l'Isère, les Landes, les Hautes-Pyrénées, l'Ardèche, le Cantal, les Pyrénées-Atlantiques. J'ai pas encore cité un seul département breton au-delà de 1000 mm par mètre carré de pluviométrie. Alors voilà, donc c'est un cliché. Et il pleut que sur les coins. Ça, c'est un autre élément, on sait. Alors ça, c'est pas faux. Du coup, maintenant qu'on sait qu'il pleut beaucoup moins en Bretagne qu'ailleurs, on peut le dire. Donc voilà, donc ça, c'est un premier cliché. Alors par contre, il pleut plus fréquemment. Il pleut moins, mais plus fréquemment. C'est vrai qu'à Brest, par exemple, entre 2 averses, il y a du crachin. mais il pleut quand même moins qu'ailleurs. Et puis, quant à la consommation d'alcool aussi, il faut le dire, l'alcool, c'est pas bien. Il faut le consommer avec modération. Et il n'y a pas de quoi se vanter d'avoir la plus grande consommation d'alcool. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons, puisqu'il s'agit des Hauts-de-France. Voilà. Donc, en tout cas, oui, les Bretons boivent de l'eau. Et pour s'hydrater. Oui, pour s'hydrater. Pour ce qui est de la sagesse bretonne, donc on retiendra que les crêpes de Joséphine ont également de l'eau parmi leurs ingrédients, donc c'est pour ça qu'il faut la sauvegarder. Et comme disait ma mamie Simone, l'eau c'est bon, pis ça sous le pot. Alors voilà. Quoi de plus à dire ? Je ne sais pas, Laurence. Bon, merci de vous être mouillée. Je vous en prie. On va maintenant faire une petite introduction en images justement sur l'eau. Ah, ferme le robinet! Oh, ça va! Notre mode de vie extrêmement consommateur fait que nous utilisons quotidiennement 160 litres d'eau. Pour économiser l'eau chez vous, regardez tout d'abord l'état de vos canalisations et robinets. Stop aux fuites. Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu'à 120 litres par jour. Fermez effectivement le robinet pendant le brossage des dents, le nettoyage des mains ou le rasage. Évitez de laisser couler inutilement l'eau pendant la vaisselle. Privilégiez la douche par rapport au bain. Une douche de 5 minutes, c'est 80 litres, alors que le bain, c'est 150. Le lavage de la voiture, 200 litres. On évite ou on y va à l'éponge. Limiteur de débit et de pression, système d'économie de chasse d'eau, mais aussi lave-linge ou lave-vaisselle classé A sont autant d'éléments qui limitent le gaspillage d'eau. Pour ceux qui habitent dans des maisons, utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage, c'est excellent. Question pollution de l'eau, on évite de déverser dans l'évier tout ce qui est chimique, à commencer par les médicaments. Car les stations d'épuration ne supprimeront pas leur toxicité une fois relâchées dans les cours d'eau. On ne jette pas non plus au lavabo les huiles et les graisses. Pour préserver l'eau, faut un peu se mouiller.
Eh bien oui, alors c'est ce qu'on va faire de ce pas avec Pauline Benaubert. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, vous êtes chargée de mission sur la politique de l'eau pour Eau et Rivières de Bretagne. Alors vous travaillez évidemment au quotidien sur les grands enjeux autour de cette question. Comment se situe la Bretagne en matière de qualité de l'eau ? Alors aujourd'hui, on a seulement un tiers des masses d'eau en Bretagne qui sont en bon état. Et ce chiffre, il tombe malheureusement à moins de 5% en Ille-et-Vilaine. Ah oui, incroyable. Comment on explique un tel chiffre en Ille-et-Vilaine ? Alors, il y a le paramètre naturel. C'est pas si facile de restaurer la qualité de l'eau. Et le territoire d'Ille-et-Vilaine est plus fragile que d'autres territoires. Mais c'est aussi lié à nos comportements et aux pollutions qu'on met dans nos rivières. Vous dites que paradoxalement, les départements où il y a eu des algues vertes sont finalement aujourd'hui mieux classés que les départements où il n'y en a pas eu, parce qu'il y a eu des mesures de prise, ça rassure c'est ça. quand même. Le fait de mettre aussi du réglementaire, d'accompagner les gens à faire le changement de pratique et d'en mettre à côté du réglementaire, ça a permis de voir des résultats, et notamment des diminutions des taux de nitrate sur les baies à algues vertes, mais malheureusement pas suffisamment pour supprimer ces algues vertes qu'on voit encore aujourd'hui sur tous les paysages bretons. Alors, on va être très concret. Est-ce qu'on a des efforts à faire pour ne pas polluer nos eaux ? De quelle façon on peut agir, nous, à notre petit niveau de particulier ? Alors oui, on peut faire des efforts, vous avez très bien présenté, c'est bien en économisant l'eau. Et pour ça, il y a 4 facteurs chez nous qu'on peut faire chez soi. Donc la première chose à faire, c'est bien le changement de comportement. C'est-à-dire fermer le robinet quand on se lave les dents, récupérer l'eau de pluie dans son jardin pour pouvoir soit nettoyer sa voiture, soit pour le jardinage, en paillant, et on arrose forcément le soir ou tôt le matin. La deuxième chose, c'est de connaître les sources de consommation. Et dans une maison, les 2 grandes sources de consommation, c'est la salle de bain et les toilettes. Ça, à eux deux, ils représentent près de 60% de notre consommation d'eau. Donc c'est là qu'il faut faire le plus d'efforts. Donc d'où l'intérêt des chasses d'eau doubles. Voilà, et moi c'est le 3e point, c'est s'équiper en matériel hydroéconome. Donc là par exemple j'ai un exemple, c'est un petit mousseur qu'on met sur les robinets et ça fait une économie de 30 à 50% de notre consommation d'eau sur ce robinet. Donc ça coûte 2 € en moyenne, c'est vraiment pas très cher et on fait des grandes économies d'eau. La 4e chose, c'est de traquer les fuites. C'est-à-dire, une fuite d'eau, ça peut être 15 mètres cubes d'eau à l'année de perdu sur un robinet qui fuit. C'est impressionnant. On ne se rend pas compte, effectivement, de l'impact que ça peut avoir. Donc, être très vigilant sur ces niveaux-là. Alors, on parle de consommation d'eau parce que c'est celle qu'on voit, qu'on maîtrise. Mais il y a la consommation indirecte qui est assez surprenante également. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Ewen Le Goff de l'association Water Family, puis on vous laissera réagir après. Notre consommation d'eau, c'est comme un iceberg. Chaque jour, chaque personne consomme 150 litres d'eau en direct, donc à travers les toilettes, la douche, etc. Et par contre, on consomme plus de 4000 litres d'eau indirectement à travers notre alimentation, l'électronique et le textile. Donc moi, chaque jour, j'essaye de manger le plus végétarien possible. Ou en tout cas, si je mange de la viande, le plus localement possible et pas non plus tous les jours. Et donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de solutions à faire à l'échelle de chacun. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, on peut aussi agir en étant des consommateurs avertis. C'est ça. Et les Bretons sont plutôt des consommateurs avertis. Alors aujourd'hui, un Breton consomme en moyenne 110 litres d'eau, alors que la moyenne française est autour de 150. Donc on est déjà des consommateurs plus avertis. Par contre, voilà, il y a toute cette eau indirecte qu'on ne voit pas. Et là-dessus, il va falloir baisser ses consommations de viande, par exemple, et essayer d'acheter des produits textiles qui sont moins coûteux en eau, comme par exemple le coton. On sait aujourd'hui, c'est une des sources de consommation les plus fortes en eau. Je crois qu'un jean, c'est 10 000 litres d'eau pour la fabrication de A à Z. C'est immense. C'est ça. Parce que le coton est cultivé dans des zones très arides et demande pourtant beaucoup d'eau. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une grosse source de consommation d'eau. Et puis acheter également peut-être des vêtements de seconde main ou des choses comme ça. C'est ça. Donc relocaliser, bien sûr, faire ensemble avec son voisin, aller acheter les crêpes dans sa commune plutôt qu'au supermarché. On peut inventer un courant aussi, le naturisme écologique, voilà, vraiment qui prône la non-pollution par le non-vêtement. Joséphine, car ce serait intéressant de poser cette question. Vous, en matière d'économie d'eau, vous avez ce réflexe de fermer le robinet quand vous vous brossez les dents, par exemple, des choses comme ça. C'est des choses que, finalement, c'est du bon sens qu'on a peut-être un peu perdu. Oui. Vous faites toujours attention à votre consommation d'eau ? Je fais très attention. Toujours. Je fais très attention parce que
Moi, j'étais habituée d'abord à aller chercher l'eau à la fontaine et aller chercher l'eau au puits. Alors, on faisait attention de prendre la quantité qu'on prenait pour se laver les mains. On se servait plusieurs fois de la même eau. Et oui, il fallait pas la jeter quand on avait lavé des légumes. Il fallait pas la jeter. Il fallait encore se laver les mains dedans. Après. Où elle servait à arroser les plantes, avant qu'on se lave les mains dedans. Oui, il fallait faire très attention à l'eau. Et oui, il faut qu'on revienne à ces bons gestes, à ce bon sens finalement. C'est un peu ça. Est-ce que vous menez, Pauline, des actions de sensibilisation justement auprès de la population en Bretagne? Alors oui, notamment via notre outil qui s'appelle le camion Ecodo, qui permet de montrer toutes les parties d'une maison et aussi par les doors virtuels auprès des citoyens. Donc on va pouvoir montrer les toilettes avec des toilettes hydroéconomes, la douche, les robinets, parler de l'électroménager aussi. On sait qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits sur les matériaux électriques pour qu'ils consomment moins d'eau, que quand on fasse une machine, elle ne consomme pas une quantité astronomique d'eau et qu'elle ne consomme pas non plus une quantité astronomique d'électricité. Donc voilà, ça permet de montrer dans une maison tous les endroits sur lesquels on peut faire des économies. Tout le monde ici fait des économies, j'imagine. Maud, je suis sûre que vous faites. Non, et moi j'ai une question. Est-il plus favorable d'utiliser un lave-vaisselle ou de faire sa vaisselle alors ça, c'est une question, à la main ou d'accumuler sa vaisselle et de faire tourner un lave-vaisselle global Eh ben, tout dépend de votre lave-vaisselle. Est-ce que c'est un récent qui consomme peu d'eau? Et de comment est chez vous votre évier. Est-ce que votre évier vous permet de garder l'eau ou vous êtes obligé de la laisser couler en permanence? Là, vous allez consommer beaucoup d'eau. Donc c'est vraiment en fonction de chez vous, de votre condition chez vous, qu'on doit faire ce choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. D'accord. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on entend. Et... Donc faire attention au choix finalement du lave-vaisselle à l'origine au moment de l'achat. C'est ça. Merci beaucoup, Pauline. Merci. On va maintenant retrouver Virginie, qui évidemment s'intéresse également à ces questions d'environnement. D'ailleurs, vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce qui vient d'être dit, Virginie, sur l'eau, sur la consommation d'eau. C'est sur les chiffres d'Ille-et-Vilaine, moi, que je trouvais que sur la reconquête de la qualité de l'eau, le fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que c'est quand même une bonne nouvelle que des départements, je pense au Côte d'Armor, avec des rivières comme le Léguer, qui ont réussi vraiment à avoir une belle reconquête de la qualité de l'eau, avec une biodiversité qui revient et des saumons qui remontent. Donc il y a le réglementaire et l'accompagnement. Voilà, c'est effectivement. Et des gens qui sont proches de leur rivière. Des gens qui aiment leur rivière, qui font leur rivière et qui la connaissent. Oui. Donc je pense qu'en Ille-et-Vilaine, il faut qu'on redécouvre nos rivières et notamment la Vilaine, qui est notre grande rivière. Exactement. On va maintenant parler de mobilité. C'est le sujet que vous avez choisi ce matin, Virginie. Oui. La mobilité chez les seniors. Oui, la mobilité chez les seniors. Alors les seniors, je vais prendre la définition de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, parce que seniors, alors eux, ils disent à partir de 55 ans. Aujourd'hui, c'est très jeune. Ah bon. Voilà, nous sommes d'accord, mais nous allons quand même parler des seniors. Rigolez pas, Joséphine. Voilà, je garde cette définition, vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Eh bien, parce qu'en 2050, l'INSEE prévoit qu'en Bretagne, une personne sur 3 sera senior, donc aura plus de 55 ans, ce qui va poser des questions de mobilité au-delà. On va dire à partir de 65-70, parce que nos personnes âgées rajeunissent quand même, elles sont très mobiles et très en forme. Il y a des petits-fils sympathiques aussi qui en ont. Voilà. Donc Manon Degnaud, qui est journaliste en Bretagne, s'est rendue dans le pays de l'Esnevin pour la revue Sans Transition et elle est allée à la rencontre d'initiatives qui favorisent la mobilité chez les seniors. On parle du fait de pouvoir continuer à conduire, du fait de pouvoir faire du covoiturage, mais également de se déplacer de manière simple, en toute confiance et en toute sécurité pour ces personnes âgées. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives justement pour que ces personnes puissent rester 100% autonomes? Oui, alors pour rester 100% autonome, il y a une initiative dont vous aviez parlé en septembre ici qui s'appelle Vas-y, qui permettait à des personnes seniors de pouvoir être accompagnées pendant un moment de conduite par une personne qui était ergothérapeute pour un petit peu revoir les bases du code et puis également au moment de la conduite comprendre quelles sont les situations de stress, voir s'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées pour se sentir mieux dans la conduite, que ce soit au niveau du cou, que ce soit au niveau des visuels,
visuelle et quelles étaient les situations à favoriser ou pas, ou ce sur quoi elles devaient travailler pour conduire en toute sécurité. Alors, il y a une initiative qui a été faite dans ce sens-là, dans une auto-école qui s'appelle CR29, qui, de la même manière, en 2017 et en 2018, avait mis en place des cours de conduite et puis des cours de code pour un petit peu réviser ces fondements. Donc, les personnes âgées étaient accompagnées dans ce dispositif. Le dispositif avait notamment été mis en place à l'initiative d'une association qui s'appelle Seniors Vieillissement Participation, qui agit sur le pays de Lesneven et qui donc souhaitait promouvoir la mobilité. Et c'était quelque chose qui avait été vu, la révision du code et puis la possibilité de pouvoir reprendre des cours de conduite. Alors des retraités qui s'organisent aussi entre eux. Il y a une vraie solidarité, il ne faut pas la négliger. Voilà, alors il y a la solidarité que l'on peut avoir au quotidien et ces personnes retraitées ont aussi choisi de travailler entre elles pour voir quelle solution ils pouvaient avoir pour aussi être transportés. Donc là, on parle de minibus ou de taxi. Donc de la même manière, ils sont allés sur leur territoire et ils se sont rendus compte que sur 14 communes, il y avait 9 communes qui proposaient des taxis à la demande ou bien des minibus pour pouvoir se déplacer finalement quand on ne fait pas de covoiturage ou lorsqu'on ne conduit pas soi-même, et bien d'avoir toujours des solutions pour se déplacer. Ce que demande cette association, donc Seniors Vieillissement Participation, c'est une harmonisation puisque sur un même pays, on va avoir 14 services. Quand on va d'une commune à une autre, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de mutualiser? Donc c'est quelque chose qui est en cours. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais ça leur permettrait d'avoir une offre aussi plus claire et puis de pouvoir mutualiser les coûts tout simplement pour pouvoir bien développer le service. Et est-ce que vous avez connaissance d'ailleurs, Guillaume ou Joséphine, de services de ce type-là qui existeraient dans le pays de Pontivy? Il y a les bus à Pontivy, mais c'est tout, il n'y a pas... Il n'y a pas d'initiative Non, je vois pas. Dans le secteur rural je vois juste les minibus les et bus tout. pour le service de l'hôpital, quoi. Pour aller à Kério. Oui. Enfin, en tout cas, il y a des initiatives qui se mettent en place. Oui, il y a encore des territoires peut-être où il y a... Oui, parce que quand on est senior, on veut aller peut-être ailleurs qu'à l'hôpital aussi de temps en temps. Par exemple, à la bibliothèque ou au cinéma ou au bal. Au marché ou voir les copains. Alors, le phénomène, il concerne Virginie également la ville. Oui, il concerne la ville. On pense beaucoup au milieu rural quand on parle de problématiques de mobilité, mais alors c'est l'association, enfin c'est notamment avec l'Office des retraités brestois qui compte quand même 1400 adhérents. Ils se sont renseignés donc auprès de leurs adhérents et se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés à se mouvoir dans la ville, notamment avec l'arrivée du tramway dans Brest et des personnes âgées qui à un moment donné sont un peu perdues, le bus, le tramway, à pied, voilà, donc que ce soit en voiture ou à pied. Donc il y a une association qui s'appelle Agir ABCD que Manon Degnaud a rencontrée et donc cette association, elle propose tout simplement qu'un bénévole accompagne une personne âgée dans un circuit, donc c'est de manière gratuite, l'accompagne sur un circuit pour finalement un peu reconquérir sa confiance dans la ville, bien comprendre dans quel sens part le tramway et se sentir à nouveau confiance pour ne plus avoir peur finalement de sortir de chez soi et pouvoir se déplacer, comme on le disait, faire un peu de course, aller voir le médecin mais pas seulement, aller voir aussi les copains, aller au centre social, faire des activités, voilà. Merci beaucoup Virginie pour ces belles initiatives. On va maintenant s'intéresser à notre santé avec vous, professeur Gandemer, bienvenue. Vous êtes la chef du service d'hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital Sud de Rennes et également la présidente de la Société française des cancers de l'enfant. Il y a des enjeux spécifiques en ce qui concerne les cancers infantiles. Rappelez-nous peut-être leur spécificité justement. Oui, merci. En fait, les cancers de l'enfant sont d'une nature très différente des cancers de l'adulte. Ça leur permet... et ça nous permet de les prendre en charge peut-être mieux, puisqu'on a 80% de guérison pour ces enfants. C'est vraiment un chiffre important et il faut absolument le marteler, parce que c'est vrai qu'on... Mais il en reste 20. Oui. Et les efforts doivent continuer. Et le rassemblement qu'on prévoit samedi... Le 15 février, voilà. C'est la journée donc, internationale des cancers de l'enfant. Tout à fait. Et là, pour sensibiliser en fait, le grand public aux particularités du cancer de l'enfant, dans ses bons côtés, mais aussi dans le besoin de continuer et la recherche et l'accompagnement des enfants en général. Et c'est aussi l'occasion de rassembler toutes les associations et tous les professionnels qui interviennent pour leur prise en charge à l'hôpital et hors de l'hôpital. Et il y a plus de 30 associations qui vont participer autour de l'enfant et non pas pour leur propre association. Donc c'est là, un peu comme votre émission, ensemble c'est mieux, c'est même indispensable. C'est même carrément indispensable. On a envie de vous demander, est-ce que la prévalence est la même en Bretagne que dans le reste du pays en ce qui concerne les cancers de l'enfant? Oui, alors...
Voilà, il n'y a pas d'augmentation d'une part des cancers de l'enfant en France. Il y a la même incidence en Bretagne qu'ailleurs. Combien de nouveaux cas à peu près par an? Sur la France, il y a à peu près 1700 nouveaux cas de moins de 15 ans chaque année et on est à peu près à 200 pour la Bretagne. 200 nouveaux cas chaque année et nous avons des centres de référence en Bretagne. 2 centres, c'est ça? Voilà, alors en fait on a un centre de référence de la Société française de cancer de l'enfant qui est sur 2 sites, le CHU de Brest et le CHU de Rennes. Vous l'avez dit en tout début d'intervention, le taux de guérison est meilleur que chez l'adulte, mais c'est aussi parce qu'en fait les tumeurs chez l'enfant réagissent bien mieux aux chimiothérapies. Hein, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Ce sont des tumeurs qu'on appelle embryonnaires, qui en fait sont très immatures et donc très sensibles aux médicaments qui agissent au moment où la cellule se multiplie et se divise. Et donc nous sommes des grands utilisateurs de chimiothérapie. Heureusement, les enfants sont capables d'assimiler des doses importantes et c'est avec la chimiothérapie, mais aussi la prise en charge globale, la chirurgie spécialisée, la radiothérapie et tous les soins de support qu'on a pu obtenir ces 80%. Et probablement que pour les 20% qui restent, il faudra être un petit peu plus innovant et réfléchir différemment. Vous avez certainement entendu parler des thérapies ciblées. Donc au-delà des organes touchés, on réfléchit maintenant à cibler des mécanismes qui aboutissent au cancer. Vous travaillez en réseau sur la Bretagne, c'est important de le signaler. Et pour vous, c'est même essentiel. C'est comme ça qu'on va encore améliorer le taux de guérison. Absolument. On a un réseau breton de cancérologie pédiatrique qui s'intègre dans le réseau de cancérologie adulte. Et nous travaillons très étroitement avec Lorient, Vannes, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Et sur cette journée, on va mettre en avant à nouveau ce réseau et en particulier le centre hospitalier de Lorient va être très présent. Et ça c'est très important pour nous car il est important que les enfants soient soignés au mieux, en grande sécurité, mais au plus près de chez eux. À chaque fois que c'est possible. La proximité évidemment des parents avec tout ce réseau qui est autour du soin en tant que tel est vraiment importante. Ce réseau il s'appelle POWO, c'est ce que vous dites. Donc on pourra retrouver les informations sur le site oncobretagne.fr. Donc cette journée du 15 février, ça se passe place de la mairie à Rennes. Tout à fait. Comme les autres années, vous allez reconstituer une chambre d'hôpital? C'est ça, on a 3 espaces. Un espace où les associations sont présentes, proposent leurs différentes actions. Et nous, on propose aussi des chocolats chauds et des chouquettes. Il y aura des crêpes ou pas? Oh, je crains que oui. Des concurrents, Joséphine. On a un espace plus à la fois ludique et, je dirais, informatif, où on a différentes informations sur des posters, sur les différents éléments, la recherche, le soin, sous forme de quiz. Donc vraiment, on pose des questions aux passants et on leur donne les réponses, mais s'ils veulent en savoir plus, ils vont voir les posters. Et puis, il y a une chambre d'enfants où on reproduit toute la journée, avec des ateliers différents, les activités qu'on peut leur proposer. Parce que c'est évidemment très important que ces enfants continuent à vivre au-delà de leur traitement. Et c'est vrai que la durée moyenne d'un traitement, c'est 2 ans. Alors, ce n'est pas 2 ans à l'hôpital, mais c'est quand même le plus souvent 6 mois de traitement intensif où ils passent beaucoup de temps. Donc, on leur propose de l'activité physique, de la socio-esthétique, de l'école, bien sûr, et des massages. Donc, on aura tous ces professionnels qui viendront, de la musique. L'association Euphonie, qui est avec nous depuis plus de 20 ans, viendra faire des concerts toute la journée, mais il y aura aussi des clowns, il y aura plein de choses. Cette année, on a en plus de la réalité virtuelle. Voilà. À découvrir le 15 février. Il faudra absolument venir. Donc, ça se passe de 11h à 15h. Place de la mairie, cette journée de sensibilisation internationale au cancer de l'enfant. Merci infiniment, professeur Gandemer. Vous devez sentir que ça sent très très bon à côté de vous. Hein, j'ai l'impression. C'est dur. C'est dur de résister, j'imagine bien. Maude, c'est un supplice ce que vous nous avez amené ce matin. Comment résister? Oui, mais les deux sentent bon. Alors on ne sait plus comment faire. Bon. Vous allez nous donner quelques inspirations pour nos menus de la semaine prochaine. Exactement. Donc lundi,
On va commencer par un pilaf de poulet avec des épinards, donc quelque chose d'assez gourmand. Et en dessert, des bounty maison. Donc fini les choses industrielles, on fait ces bounty maison. On peut faire ces barres de chocolat vraiment en contrôlant ce qu'on met dedans. Donc on voit le sucre qu'on met et c'est tout simple à faire. Il faut juste acheter des moules un peu en forme de mini cake. Et dedans, on fait prendre sa noix de coco et son lait de coco au frais avec de l'huile de coco. Puis on obtient le cœur vraiment du bounty et avec un enrobage au chocolat. Ça a l'air très très voilà. Bien. Passons au mardi. Donc le mardi, un bol végétarien, donc avec du kale, du boulgour. On est encore sur du potimarron, donc on en profite, et du houmous de carottes. Donc on fait cuire ces carottes, on les mixe avec des pois chiches et on obtient un houmous. Voilà, donc c'est encore très simple. Le kale est un allié vraiment pour s'enrichir en protéines et il est très faible en calories, donc c'est limité. On y va. À consommer sans modération. Pour rattraper le dessert qui est une tarte au chocolat vraiment traditionnelle. Donc là, donc on peut partir sur une pâte sablée, pâte sucrée. On peut aromatiser ces pâtes sucrées avec des écorces d'orange, des zestes. Et si vous voulez un petit peu alléger votre ganache, on remplace la crème par du lait. Voilà. Petite astuce. Petite astuce. Mercredi, donc aussi en ce moment on est sur la betterave, donc on continue avec, on la prend fraîche et on fait des betteraves rôties. Alors je ne sais pas si vous aimez les betteraves, souvent ça rappelle de mauvais souvenirs à l'école, voilà. Mais ça permet vraiment, ça nettoie le sang, on fait le plein de fer et en le mélangeant avec du chèvre et le fait de les faire rôtir avec des épices au four, c'est très bon. Et on prend bien sûr des betteraves de son maraîcher. Évidemment. Voilà. Évidemment. On nettoie un petit peu avec une petite brosse et c'est parfait avec des noisettes. Et donc là, en dessert, un brownie aux haricots rouges. Donc, préviens. Alors, expliquez-nous. Ce brownie, en fait, c'est... donc, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de farine. Donc on remplace par du chocolat, du chocolat, des haricots rouges, du sucre, un petit peu de sucre et un petit peu d'huile de coco. On mixe le tout et on met ça au four. Voilà. Donc c'est plus surprenant au niveau de la texture, donc ça n'a rien à voir et ça sent pas comme un brownie traditionnel. Donc là j'ai mis avec des noix. Bon, il a pris un petit peu le transport de Saint-Malo, donc il est un petit peu moins présentable. Alors je vais vous faire tourner l'assiette. Ce serait bien ça, parce vous que ça nous découpez des petits bouts. Ouais. Allez. Prenez des petits bouts. Virginie, j'ai testé aussi. On va passer l'assiette. Voilà. Et sinon, pour avoir un petit peu moins le goût de haricots rouges, il faut les laver avec du lait. Voilà, c'est la petite astuce. Le goût de haricots rouges. C'est un peu particulier au niveau de la texture. Là, il a en plus, avec le transport, je suis désolée, c'est un peu... il faut finir avec du caramel beurre salé pour un petit côté bien gourmand. Donc le jeudi, je continue mon menu. Alors le jeudi. Donc on est sur une soupe de curry. Donc là, ce que vous voyez à l'image, un petit peu violet, c'est de la dulce, donc c'est de l'algue bretonne qui pousse en rance juste à côté de la maison, de chez moi. Donc pour les utiliser en soupe, comme on fait en Asie, il faut les réhydrater dans de l'eau. Vous enlevez tout ça et ensuite on met dans son bouillon ou dans son lait de coco. Voilà. Ça. Et donc la dulce permet de faire... on met vraiment des minéraux dans son assiette, du fer également, des protéines. Et en dessert, j'adore les queens. Alors, je ne suis pas du Finistère, mais une fois, j'ai goûté ça et j'ai trouvé ça super bon. J'en connais une autre qui apparemment adore ça. C'est validé. C'est fait comme des pancakes, mais hyper généreux, hyper bon, hyper gourmand. Donc, si vous avez une recette, je prends. C'est vraiment trop, trop bon. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais c'est vraiment un délice. Et pour finir... vendredi. Donc vendredi, c'est la Saint-Valentin, voilà. Donc si on n'a pas le temps de faire un menu Saint-Valentin en verrine et tutti quanti, on prend du pain de mie ou du pain normal, on prend des moules et on fait des petits cœurs dedans. Et voilà. C'est tout simple. C'est tout simple et ça fait un petit clin d'œil. Même le lendemain, on peut les resservir pour un petit brunch. Et des mini roses feuilletées aux pommes.
Donc là, on profite de rouler ces petites pommes avec de la pâte feuilletée et c'est un régal. Et ben voilà, alors en parlant de régal, ça c'est un régal. Alors dites-moi. Le brownie, ouais, nickel. Et C'est vraiment du haricot rouge, hein. J'ai pas... voilà. Il faut bien mixer. Joséphine adore. Il n'y a pas de beurre, donc on n'a pas le même goût. J'adore les gâteaux. Ah bah voilà, cri du cœur, j'adore les gâteaux. Vous avez une recette de queen. Vous, Joséphine, vous avez une petite astuce, vous en faites? Les queens dont parlait Maud tout à l'heure. Des gâteaux? Les queens. Les queens. Non. Non. Je les mange, mais je n'en fais pas. D'accord. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas tout faire. Pas douée. Je suis pas douée. Écoutez là. Oh là là là. On ira faire une recette de queen ensemble alors. Je pense que vous allez pouvoir vous retrouver autour d'une cuisine dans peu de temps. On va justement parler de vous maintenant, Joséphine. On a diffusé sur notre antenne lundi 3 février le magnifique documentaire de Laurent Cadoré, Crêpes Voyage en terre de Bretagne, qui a eu beaucoup de succès avec les très belles images de Christophe Castagne. Et vous, Joséphine, vous en étiez l'une des protagonistes. Vous avez tenu une crêperie pendant 50 ans en Centre-Bretagne? Bientôt 50 ans. J'ai commencé en 1971. Dans votre garage, c'est ça? Oui. Ah, motivé. Dans le garage. Dans le garage. Oui. Ah ouais. Et vous n'avez jamais cessé de faire des crêpes? Non. Jamais. Même quand la crêperie a fermé, vous avez continué? Non, j'ai arrêté un petit peu, mais j'ai recommencé après. C'est plus fort que vous. Ouais. Alors, il y a une vidéo qui tourne sur Internet, sur Facebook, qui vous concerne, qui a enregistré plus de 10 millions de vues. C'est un record, c'est un buzz extraordinaire. On va la voir tout de suite, un buzz sans précédent, où vous clamez votre amour pour la pâte à crêpes. On la regarde tout de suite, puis on en parle juste après de cette vidéo. Autant d'eau que d'œufs. J'ai mis un peu trop d'eau. Déjà, quand on fait sa pâte, il faut l'aimer. On fait sa pâte et puis on l'aime pas. Et il faut bien la faire. C'est tout ce que j'ai ici, hein. Ma roselle et puis ma tasse. Je suis habituée comme ça, j'ai commencé comme ça et je suis habituée comme ça. Parce qu'il y en a qui font avec une louche, ben, c'est pareil, hein, il faut s'habituer avec ces affaires. Moi j'ai acheté une louche là pour faire, mais je peux pas. Je sais pas, mes crêpes sont pas pareilles avec la louche. C'est rigolo. Je me fatigue à faire. Oh bah non, vous vous fatiguez pas, c'est sûr, vous avez le coup de main, c'est incroyable. Je n'imaginais pas qu'un jour ça aurait passé à la télé. Eh ben voilà, vous voyez. Alors, Guillaume, votre petit-fils est à côté de vous, hein, bienvenue à vous. Vous avez 27 ans, forcément vous êtes plus connecté que votre mamie, évidemment. C'est vous qui lui avez appris le succès de cette vidéo sur le web, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Je lui ai montré tous les commentaires qu'il y a. Je lui ai montré aussi c'était quoi Facebook aussi, parce que les réseaux sociaux, elle ne connaît pas du tout. Donc il fallait tout lui montrer, les commentaires. Ça vous a surpris, vous, Guillaume, ce succès? Ah ouais, en une semaine, c'est monté. Ça a commencé à 1000, après ça a commencé à jouer 5000 tout de suite. J'ai mis ça va s'arrêter quand, mais non, c'est super. Aujourd'hui, c'est presque plus d'1 million de vues chaque jour qui s'ajoute. C'est assez incroyable. Et puis les commentaires, tout ça. Des beaux commentaires en plus. C'est pas des mauvais. Vous devez être un peu jaloux quand même. Parce qu'elle est devenue la mamie crêpe en fait de tous les Bretons. À la base c'était la vôtre et puis maintenant vous devez la partager quand même. Alors là on vous voit justement, on va voir cette très jolie photo. Elle vous a transmis votre famille justement. Vous aviez 4 ans là. 4 vous êtes tous les deux côté de votre. Quelque chose. Ouais, 4 ans, ouais. C'est incroyable, ouais. C'est magnifique alors. Guillaume. Vous avez tout transmis à Guillaume. Ah, Joséphine, vous lui avez tout appris. De vos petits secrets. Oui. Ouais. Était toujours avec moi. Quand il n'était pas devant la poêle, il était assis sur un petit tabouret à côté de la bassine. Quand il était assis sur le petit tabouret là,
eh ben, j'étais tranquille avec lui. Lui, il était bien aussi. Et puis, il regardait tout le monde qui arrivait dans la maison. Et puis, les gens le regardaient. Mais on était bien, on était heureux. Mais c'est ça le secret, c'est tout l'amour que vous mettez dans la pâte à crêpes. Ah oui, c'est ça? Ben oui. Ben oui, mais bon... Voilà. J'ai toujours aimé ça et j'aime toujours. Parce que quand je vois la farine, eh ben... J'aime la farine et puis les œufs, le lait et ça. Ah. C'est physique, c'est le fait de... Oui. C'est ça, le contact physique avec la matière. Mais si vous n'êtes pas toujours tendre avec les bras. Des fois, on se dit, quand Guillaume faisait des bêtises, peut-être que le coup de main était là aussi. Ah ouais, non. Non, j'étais exigeante, même avec mon petit Guillaume ici, quand il voulait faire des crêpes ou faire quelque chose, ou même les garnir. Non, Guillaume, tu fais pas comme ça. Tu commences à beurrer par le bord, hein, mais beaucoup de beurre. Bon, on ne fait pas n'importe quoi. Surtout le beurre, important. Aujourd'hui, Guillaume, vous en faites souvent des crêpes, vous J'en continue encore à en faire, oui, parce que je travaille en restauration, donc restauration traiteur. Donc je continue, Globe Traiteur. Oui, à Globe Traiteur à Pontivy. Et du coup, ça va faire maintenant. J'ai commencé vers 15 ans à rentrer dans cette. Dans le traiteur, à Globe Traiteur à Pontivy. Et du coup, j'en faisais aussi des crêpes aussi, mais pas comme elle faisait. Donc, je tournais sur 3 ou 6 biliques des fois. Ah ouais. Et quand je lui disais comment que la pâte était faite, c'était pas la même façon qu'elle non plus. Donc, elle râlait un petit peu. C'est quoi la différence entre vos deux façons de faire les crêpes ? Qu'est-ce qui change? Vous utilisez une louche, vous, Guillaume, non? Oui, enfin, ouais. Ah, c'est ça, oui, c'est ça, ouais. Joséphine, jamais. Oui. Non, donc, vous jamais de louche, vous n'aimez pas. J'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il faisait au restaurant, là, mesdames. Puisqu'il fallait faire vite. Il avait 5-6 galettoirs, là, et galetières, et puis bon, il fallait travailler. Fallait faire, oui. Alors, c'est pas les mêmes crêpes non plus, les garnissaient pas pareil. Bon, on va goûter les crêpes, hein, parce que vous nous en avez emmené. C'est peut-être le moment d'en faire tourner quelques-unes. On peut, Catherine, vous pouvez en prendre un peu. Il n'y a pas de beurre. Alors, Pauline, est-ce que ça vous surprend, le succès de la vidéo où on voit Joséphine? Non, pas du tout, parce que c'est vrai que ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est j'ai l'impression que c'est ma propre grand-mère qui me parle de crêpes. Parce qu'on est un peu tous comme ça, tous les Bretons et les Bretonnes. La crêpe, ça fait partie de notre culture. Oui, merci. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'on a envie que c'est du succès. Et surtout, elles ont l'air délicieuses. Joséphine est devenue la mamie crêpe de tous les Bretons. Vous êtes devenue une influenceuse de la première chose. La première chose. Non, merci. Non, vous n'en voulez pas, d'accord. La première chose que Guillaume il a dit quand il est arrivé travailler à Globe Traiteur là-bas, il a dit à son patron, moi je sais faire des crêpes. C'est pour ça qu'il a été embauché. Il avait dit c'est vrai. Crêpes plus 12. Oui, je sais faire des crêpes. Alors son patron l'a mis à faire des crêpes. J'en ai fait. Oui, là-bas, ils font des crêpes, c'est pour mettre un apéritif. Oui, alors c'était fait, puis il a mis plutôt du gruyère et du jambon dessus. Ils mettent à refroidir comme ça un petit peu. Et puis après, il les roule. C'est mis là comme des bâtons. C'est coupé après. Et puis après, c'est coupé morceau par morceau comme ça. Une autre façon de faire. Voilà, c'est ça. Elles sont délicieuses, ces crêpes. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ça, c'est des fromages. Mais Guillaume, il faisait des blés noirs en apéritif. C'est bon, ça aussi. La garniture parfaite pour une crêpe, ce serait quoi? C'est la tradition, moi je dirais. La tradition. Beurre d'abord. Beurre. Surtout du beurre avec beurre bien beurré. Gruyère, un œuf. Même en salé, Et vous mettez du lait dans votre recette ou juste de l'eau? Parce qu'on vous voit mettre de l'eau. Oui, je mets beaucoup de lait. 1 litre de lait pour 1 livre de farine. Mais je mets un peu d'eau aussi pour commencer ma pâte. Si j'ai un grand saladier d'œufs, des œufs battus, je mets la même quantité d'eau pour commencer ma pâte. La recette secrète ou... Oui. J'ai beaucoup de demandes de recettes et
fallait que je demande à mamie si elle voulait bien donner sa recette aux gens. Ah, ça y est, elle l'a fait ça ce y est. matin. J'en ai partagé quelques-unes, ouais. Merci beaucoup à tous les deux et tout Merci. cet amour qu'il y a dans votre pâte à crêpes. Merci beaucoup. Et on peut évidemment redécouvrir, revisionner le documentaire de Laurent Cadoré dans son intégralité. Et pour ça, sur notre site internet, celui de France 3 Bretagne, il est visionnable pendant un mois. Voilà, vous savez tout, y compris les secrets de Joséphine. Allez, on va retrouver maintenant Billy à la SPA de Rennes. Billy, c'est à vous. Bonjour mademoiselle ou monsieur, je ne sais pas. Mademoiselle. Bonjour Jennifer, ça va? Bonjour, ça va toujours. Une petite demoiselle grise toute mignonne là. Oui, elle est toute mignonne. En plus, j'ai été la réveiller, elle était perchée, tranquille en train de dormir, mais voilà, elle se réveille tranquillement dans mes bras. Alors comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Clarence. Clarence, là elle on a a un 2 autre ans. ici qui veut faire des câlins aussi. Regarde, ouh là là. Billy, ne t'engage pas sur des trucs comme ça, qu'est-ce que je vais te faire? Non, chacun son métier. Hein. Oh, t'es pas contente? Bah oui, c'est son moment à elle. Ah oui, c'est ça, Oui. excuse-moi ma puce, pardon. Alors cette petite Clarence, elle nous vient d'où? Alors, elle est arrivée avec plusieurs chats en fait. Il y avait une centaine de chats là où elle vivait. Donc voilà, ils ont été dispatchés dans les différents refuges SPA. Une centaine de chats. Voilà, nous, on en a récupéré une vingtaine. D'où l'importance de stériliser ces petits chats. Oui, tout à fait. Bien Parce que, stérilisé. et d'après, on en a... Et puis bien s'en occuper, parce qu'effectivement, avec une centaine de chats, c'est difficile de s'en occuper correctement. Là, ça devait être... Mais elle n'est pas maigriche, enfin, c'est peut-être un petit moment qu'elle est chez vous. Elle n'est pas maigrichonne, elle n'est pas du tout sauvageonne non plus. La preuve, elle est... C'est plus une minute un petit peu sur la réserve au départ, mais voilà, une fois qu'on commence à la caresser, elle se laisse aller Quand on complètement. était 100 dans une maison, je pense qu'on ne prenait pas forcément le temps de la découvrir, quoi. Exactement. Donc il faut... Clarence, elle a quel âge, on a dit? Elle a 2 ans. Ah oui, Elle est encore petite très jeune. nénette. On prend le temps de la découvrir. Donc maison, appartement, copain chat, je pense que oui, pour le coup. Oui, il n'y a pas de souci. Donc on a été élevés en famille nombreuse. Avec des enfants, voilà, en maison, en appartement. Ok, les chiens, tu ne sais pas? Les chiens, non, j'ai pas eu l'occasion non plus, mais à voir, à voir. Bon, cette petite Clarence, Si elle n'est pas écoutez. terrorisée. Après, tout dépend bien sûr aussi du comportement du chien, c'est surtout ça. Les chats, ils s'adaptent très bien aux chiens, mais il ne faut pas que le chien non plus les embête sans arrêt. Peut-être leur laisser le temps de se découvrir. Enfin, chacun a la même Exactement, journée, et puis, ils aiment bien renifler le... Surtout bien gérer le chien aussi pour éviter qu'il dérange la tranquillité de la minette. Et puis dans ces cas-là, ils s'adaptent Pas aussi. brusquer les choses, faut Quand prendre ils le comprennent temps. qu'il n'y a pas de danger, ils s'adaptent. C'est ce qu'elle dit toujours, Jennifer. On ne prend pas un animal, on prend une relation avec un animal. Tout à fait. Eh bien, écoutez, cette petite... Elle fait vraiment classe, hein. Ouais, elle est très classe. Petite Clarence. Malgré qu'elle se ici. réveille. Ouais, c'est vrai. Au refuge de la SPA de la route de l'Orient à Rennes. Eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous un très bon appétit. Et on vous dit à plus tard. Salut. Merci beaucoup Billy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va laisser reposer. 24 heures, on se retrouve demain. 10h45 autour d'une question, entre autres. Faut-il laisser les enfants s'ennuyer? Moi j'ai une petite idée. Si on les confie à Joséphine, je suis sûre qu'ils s'ennuieront jamais. N'est-ce pas Joséphine? Allez, on éclairera ce sujet avec une psychologue en plateau. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne en notre compagnie. On vous dit à demain, Kenavo. Et bon appétit, bien sûr. Qu'est-ce que c'est